Vous venez de voir dans la partie précédente donc, le témoignage poignant de cet agriculteur qui est au bord du gouffre, au bord du précipice, et qui lance un véritable cri de détresse qui n'est finalement que représentatif et symptomatique de ce que vit toute sa profession. D'ailleurs, vous avez vu qu'il égrène les chiffres effarants du taux de suicide des agriculteurs. Donc c'est quelque chose qui est su, en tout cas nous on en avait parlé sur la chaîne. Donc ce témoignage, il faut savoir qu'il est récent, hein. Donc cette vidéo-là date d'il y a quelques jours et donc est consécutive à ce qui s'est passé avec les arrêtés anti-pesticides. Donc ce qui paraissait au demeurant positif, c'est-à-dire cet acte de désobéissance civile qu'on a décrypté dans les précédentes parties, en tout cas dans la première partie de vidéo, hein, où on avait bien mis en garde, on avait dit attention justement, attention parce que le monde agricole est déjà fragilisé. Attention à ce que cette prise de décision unilatérale, où vous avez des maires au demeurant, où on a vu que l'opinion publique saluait ces prises de décision courageuses, hein, vous vous souvenez, maire courage, et on a eu comme ça toute une série de maires qui ont pris ces arrêtés anti-pesticides, et on avait expliqué aussi le contexte, les raisons profondes, hein, qui ont fait qu'à un moment donné, ces gens ont pris ces décisions-là, les tenants et les aboutissants, avec, de l'autre côté, on a vu les syndicats et également le préfet qui a pris plutôt fait et cause. Alors vous savez que le préfet, c'est le représentant de l'État, qui a pris fait et cause pour les agriculteurs, en justement en attaquant ces arrêtés devant le tribunal administratif. Et donc, par contre, vous voyez cet agriculteur-là qui déjà, puisque le monde agricole se sent délaissé, il y a une fracture sociologique qui existe depuis maintenant très très longtemps entre le monde paysan et le reste de la population. Et en fait, la manière dont les choses sont présentées par les médias, donc on voit bien qu'on leur jette l'anathème sur eux, hein. Et ça, on l'avait d'ailleurs décrypté dans notre précédente vidéo sur les nouvelles religions des temps modernes que sont l'écologie politique, l'urgence climatique, ainsi que l'Union européenne. On avait expliqué les subtilités, notamment lorsqu'on a pris l'exemple du glyphosate, hein. Vous avez vu les recommandations, puisque les agriculteurs sont censés être encadrés par différentes instances, mais notamment donc les syndicats, avec les leaders syndicaux. Mais ces leaders syndicaux, on le sait, hein, ils sont tous inféodés au système. Ils jouent double et trouble jeu. Et en fait, on leur donne des recommandations, on leur dit, voilà, vous pouvez utiliser les pesticides, il faudrait les utiliser de telle manière pour obtenir l'efficience et, soi-disant, hein, ne pas polluer. Et en fait, voilà ce que les résultats, les statistiques, hein, qui indiquent que 2% seulement des agriculteurs suivraient les recommandations. Donc, c'est-à-dire vous avez les gens lettrés qui savent tout, qui en réalité savent que les produits sont hyper dangereux, même utilisés de la bonne manière, mais voilà, on fait porter le chapeau aux agriculteurs. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Mais en fait, il y a toute une armada de modes de communication, donc pour justement rejeter l'anathème. C'est pour ça d'ailleurs l'agriculteur, malgré sa détresse, malgré sa tristesse, reste lucide et dit bien on est victime. Oui, ils sont victimes puisque déjà ils ont été sacrifiés, on les a mis dans ce système-là de longue date pour moi, en sachant qu'on allait les détruire. C'est-à-dire que d'une main, ça c'est toujours la stratégie de nos élites, hein, c'est toujours de faire du en même temps. D'une main, ils allaient produire à outrance, donc ils allaient remplir leur coffre-fort, mais en même temps, ils allaient s'auto-détruire en faisant ça. Déjà, d'une part, humainement, parce que ça vraiment, ça éreinte, hein, de travailler jusqu'à 18 heures par jour, pas prendre de vacances, d'être endetté aussi jusqu'au cou en rentrant dans cette agriculture, excusez-moi, hyper productiviste. Donc on est obligé d'acheter des tracteurs, on est obligé d'acheter plein de matériaux, etc. Et donc on est obligé de s'endetter. Et donc quand on s'endette après, eh ben, on est obligé de courir constamment par rapport à l'argent. Donc on est obligé, c'est un cercle vicieux, un cercle sans fin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en fait dans cette situation ultra endettée. Donc il y avait déjà des suicides, hein, depuis maintenant des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Mais disons que le fait qu'à la télévision, ils voient comment on les traite et qu'on mette en avant ces écologistes, soi-disant pseudo-écologistes, hein, donc ce sont des écologistes dits politiques, qui prennent les décisions, qui donnent l'impression en fait, qu'ils sont représentatifs de tous les courants écologistes, en tout cas de tous les gens qui ont la fibre écologiste, parce qu'en réalité, tout le monde devrait avoir la fibre un tant soit peu écologiste, c'est-à-dire qu'on veut tous que notre alimentation soit saine, que tous les produits
qui sont réalisés par les agriculteurs, par l'élevage, sont sains et ne mettent pas en péril, hein, donc autant la santé des gens que l'environnement. Ça, c'est quelque chose, voilà, il y a un socle commun sur lequel tout le monde pourrait s'entendre. Mais malheureusement, voilà, on n'en est pas là, puisque vous avez vu d'un côté, hein, donc il y a ce système qui a été créé, dont les agriculteurs, ils sont rentrés un petit peu bon gré mal gré eux, donc aujourd'hui, on leur demande en fait d'en sortir de manière soudaine, hein. Donc là, on retrouve Uranus, hein, vous vous souvenez, Uranus, depuis qu'Uranus est dans le signe du taureau, le signe de la nature, le signe en rapport avec l'élevage, on retrouve bien d'ailleurs le symbole du taureau, hein. Le taureau, c'est le signe de la territorialité, de la ruralité. Et depuis qu'Uranus, qui symbolise aussi les médias, qui symbolise la fracture, qui symbolise également le capitalisme, hein, depuis qu'il a pris place dans le signe du taureau, et ben on a encore cet accroissement donc, de cette demande d'arrêter, hein, de manière unilatérale, d'arrêter avec ce système-là, sauf que eux sont embarqués, et vous avez de l'autre côté ceux qui sont à la manœuvre, hein, de ce système ultra-productiviste, qui n'ont pas l'intention, eux, qui ont envie de continuer, d'une main, continuer à faire plein d'accroître la production, et de l'autre main, par contre, progressivement, mais de plus en plus rapidement aujourd'hui, au rythme d'Uranus. Uranus qui est une planète assez vive, hein, plus que vive, mais c'est une planète qui a la vitesse de l'éclair, c'est-à-dire d'arriver à basculer vers cette transition écologique pour se faire encore plus de pognon, c'est-à-dire après se reverdir le capitalisme en fait, hein, faire de l'éco-blanchiment, on aura l'occasion de revenir sur cette notion-là. Donc voilà, c'est-à-dire tirer toujours les marrons du feu de tous les côtés, et en même temps, toujours en même temps, donc sacrifier, voilà, détruire l'agriculture française, voilà, par le biais, pas directement, toujours, vous voyez, c'est toujours hein, ils sont en toile de fond, mais ils envoient des émissaires, etc., pour créer la dissension entre la population. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parmi des gens de la population, bien sûr motivés par les leaders d'opinion, donc ces leaders d'opinion qui sont de véritables imposteurs, donc qui entraînent les gens vers une révolution, entre guillemets, écologiste, donc qui va amener la destruction donc des derniers vestiges de la paysannerie française, qui, c'est vrai, mériterait plus qu'une amélioration, hein, des réformes en profondeur pour revenir à une agriculture beaucoup plus humaine, beaucoup plus acceptable et beaucoup plus saine, en tout cas, tant sur le plan environnemental que sur le plan donc, sanitaire. Mais ça devrait se faire avec beaucoup plus de concertation. Et donc c'est là où on avait pointé justement ce problème, hein, de manque de concertation qui est volontaire pour moi de la part des maires. En tout cas, on peut estimer que certains maires, peut-être des petites bourgades, sont certainement sincères, mais après, vous allez voir, là, je vais vous montrer un article où on voit des maires des grandes villes qui ont également pris des arrêtés anti-pesticides, comme pour enfoncer le clou. Or, on sait que les maires des grandes villes, la plupart, sont hyper politisés, donc ça veut dire qu'ils sont en service commandé par, justement, ben, l'État profond. Alors après, ça dégringole, bien sûr, du plus haut sommet de l'État, hein, jusqu'en bas, donc pour accentuer cette fracture et pour détruire, donc je vous disais, cette agriculture-là, qu'on peut critiquer, mais qui est quand même notre agriculture à nous, française, voilà, qui n'est pas la pire, même si elle est effectivement améliorée, et pour la remplacer par eh ben, l'importation de produits venus d'ailleurs, notamment, puisque vous avez vu qu'en même temps, il y a eu la signature du CETA, notamment. Le CETA est bientôt le Mercosur, on a eu aussi le GEFTA, donc c'est les accords de libre-échange. Donc là, on voit bien le libre-échange, on l'avait déjà dit, Uranus, hein, qui est la planète de la liberté, la planète du capitalisme, qui est dans le signe du taureau, le signe de la territorialité, où on accroît, on agrandit encore les territoires. Donc Uranus peut fracturer, mais peut aussi ouvrir, hein, les territoires, donc permettre justement encore plus de libre-échange pour faire venir des produits donc, qui viennent d'ailleurs et où il y a encore plus de pesticides. Par exemple, si vous faites venir des produits du Brésil, eh ben, les produits seront encore plus dangereux. Vous avez également Uranus, il faut se souvenir que c'est aussi la planète de la sophistication, c'est la planète du progrès, en tout cas des nouvelles technologies, hein, des sciences aussi d'une certaine manière. Et donc vous savez que la science est capable aujourd'hui de créer des ersatz de produits aussi, hein. C'est-à-dire qu'on passerait
des produits naturels, hein, que d'ailleurs on voit apparaître de plus en plus. On avait parlé des analogues, on avait parlé des fausses mozzarella, hein, mozzarella analogue. On avait vu ça dans nos premières vidéos sur Uranus. Et on avait fait d'ailleurs ce parallèle avec les ersatz des années 30, puisque Uranus, hein, transitait au milieu des années 30 en taureau. Et donc là on a ce retour, et donc on parle à la fois donc, de ces substituts de produits. Voilà, donc à la mode 21e siècle, ça donnerait les produits transgéniques, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc là, on retrouve bien la sophistication d'Uranus. Mais Uranus, c'est également, vous le savez, Uranus en chute, dans le signe du taureau, ça donne aussi la pénurie, ou en tout cas la rareté. Et effectivement, on l'a vu dans les précédentes vidéos, que tout est mis en œuvre pour jeter l'anathème sur cette fois-ci bah, la population, en tout cas ceux qui vont suivre, hein, les courants écologistes, qui seraient responsables, ces écologistes politiques seraient responsables justement de la décroissance. Donc là, ça veut dire que si effectivement il y a bien l'agriculture française, hein, qui est en train de se détruire, eh ben vous avez vu l'article comme moi pour ceux qui ont suivi la chronique, hein, sur les nouvelles religions, l'écologie politique, l'urgence climatique et l'Union européenne, hein. Vous avez vu, on a pris la presse avec des documents presse à l'appui, que d'ici à 2023, hein, on nous indique bien qu'il y aurait une baisse de la production, donc pour l'exportation, la baisse de la production agricole, mais également forcément ça aura un impact sur les prix, puisque s'il y a moins de production pour en plus le pays, la France fait partie quand même des premiers producteurs, hein. C'est le premier ou deuxième producteur agricole du continent quand même, hein. Donc ça veut dire que s'il y a un affaissement de la production, eh ben, ça va se ressentir, un, sur les prix, et deux, forcément sur la qualité aussi, sur la possibilité de s'approvisionner. Et donc là, il va y avoir un gros problème. Et donc vous voyez, on jette à chaque fois les responsabilités d'un côté comme de l'autre, autant sur les agriculteurs donc, qui sont en souffrance, mais également sur ceux qui sont sincères, c'est-à-dire les militants écologistes qui suivent les leaders d'opinion, et également la population, par exemple, hein, qui bien sûr est effrayée. Donc l'on parle, hein, de la dangerosité des pesticides qui est réelle. Donc eux se disent vite, urgence, il y a urgence à protéger ma famille. Donc là, vous voyez, il y a cette fracture qui se crée, alors qu'en réalité, ça aurait pu être fait de manière beaucoup plus concertée, programmée, de longue date. Si on avait eu des gouvernements, si on avait eu des gens responsables, mais surtout bienveillants, ça aurait été fait depuis longtemps, hein. Il y aurait pu avoir, imaginons, voilà, une séquence où on aurait utilisé des pesticides, puis à un moment donné, bon, très vite, ils auraient arrêté il y a une vingtaine d'années, et puis ils auraient dit, bon, maintenant, on va procéder à progressivement une transformation pour aller vers du bio. Alors ça s'est fait, on en a parlé, de manière sporadique, par rapport à certains agriculteurs, certains paysans qui ont pris eux-mêmes l'initiative avec le concours d'élus, de certains élus intègres, parce qu'il y en a, donc pour opérer cette transition progressive. Mais là, voilà, ce qui se passe, c'est une transition brutale. Donc voilà le revers de médaille, donc qui est là, palpable devant vos yeux. Donc ce dont on parlait, eh ben, vous l'avez devant vos yeux, donc ça se produit. Et donc je vais vous montrer l'article en question où on vous parle justement de ces maires des différentes grandes communes qui ont pris ces décisions d'arrêter anti-pesticides pour enfoncer le clou. Voici l'article en question daté du 12 septembre 2019 du site Challenge, qui vous indique que Paris, Nantes, Grenoble, 5 grandes villes interdisent les pesticides. Alors dans la lignée de ce que l'on vient d'expliquer, voici un article daté du 26 août 2019 intitulé « Les agriculteurs de la FDSEA dénoncent le populisme écologique ». Donc les leaders syndicaux prennent fait et cause pour les agriculteurs, donc en jetant comme ça, en rejetant la responsabilité sur ce populisme écologique. Donc finalement, ils se dressent aussi contre les Français, en tout cas, qui font partie de la population, que les maires sont censés protéger. Donc vous voyez, en fait, on a bien d'un côté ce clivage-là avec leaders syndicaux, syndicats qui encadrent les agriculteurs. Donc les agriculteurs vont naturellement se tourner, se trouvant esselés, se retrouvant abandonnés par la population encore plus qu'avant, donc se tournent vers
ces syndicats, en tout cas les leaders syndicaux, mais qui sont inféodés avec le système. Et puis de l'autre côté, vous avez la population elle-même apeurée par justement les conséquences des pesticides, qui se tournent, qui sont d'accord, ben vous l'avez vu, puisqu'ils soutiennent les maires en déclarant maire courage, voilà, soutien total à notre maire, donc qui nous protège. Voilà l'orchestration, voilà comment la main invisible tire les ficelles pour, encore une fois, dresser davantage les Français les uns contre les autres, en sachant bien entendu que malheureusement ça fait des années que le travail de fond en comble existe, de ce clivage de toujours diviser pour mieux régner, c'est un adage qui existe depuis la nuit des temps, mais force est de constater qu'aujourd'hui, eh ben, il est opérant de manière encore plus sophistiquée, de manière encore plus efficace, grâce et malheureusement à cause des médias et des éditorialistes et de toutes ces personnes-là qui gravitent dans ces sphères-là, les syndicats, les politiques, chacun joue sa carte personnelle à chaque fois, ne se rend pas compte, ou certains se rendent compte, d'autres beaucoup moins parce qu'ils sont dans leur individualisme, dans leur poursuite de leur carrière, et donc ils ne se rendent pas compte. Et après, c'est eux-mêmes qui viennent crier au loup, qui viennent dire, regardez comment la France est en train d'être détruite, alors qu'ils sont eux-mêmes les artisans de la destruction de leur propre pays. Donc il ne faudra pas qu'après ils viennent se plaindre, parce que normalement ces gens-là devraient se remettre en question par rapport à leur métier, mettre à un moment donné en bémol leur carrière. C'est vrai, aujourd'hui on arrive à une situation où c'est extrêmement grave. Donc si vraiment ils aimaient leur pays, ils ne procéderaient pas de cette façon-là. Ils mettraient de côté cette carrière, c'est vrai, avec sans doute un salaire conséquent, en se disant non, il faut procéder différemment, il faut sortir de ce système-là, de ces syndicats dont on sait qu'ils sont complètement inféodés au système, et pareil pour les politiques. Entendu, on ne met pas tout le monde dans le même sac, comme je disais, il y a bien sûr certains maires de petites communes et des politiques qui sont sans doute honnêtes, mais je pense qu'aujourd'hui, le ménage a été fait, il y en a de moins en moins. Vous connaissez bien sûr tous la maxime du diviser pour mieux régner, qui existe depuis la nuit des temps, qui a toujours été utilisée par nos dirigeants, mais force est de constater que ce principe se déploie d'une manière encore plus efficace, encore plus redoutable, grâce aussi à la meilleure connaissance de la psyché humaine, de la psychologie de l'être humain, et également bien sûr grâce à tous les moyens de sophistication, les nouveaux moyens de communication modernes, donc qui permettent effectivement de raconter une histoire et qui fait qu'au bout d'un moment, ça imprègne le cerveau humain, donc l'opinion publique, donc il finit par croire que son malheur vient de son voisin, finalement, qui lui-même est dans une situation extrêmement périlleuse, au même titre que l'autre personne qui est face à lui. Pendant ce temps-là, vous avez les riches, vous voyez donc l'image sur un ton d'humour noir. J'adore les combats des pauvres. Vous avez donc ces riches, en tout cas, qui boivent du pilet et du champagne, et qui rient de bon cœur de voir les prolétaires se mettre sur la figure. Donc là, on pourrait rajouter, bien sûr, les agriculteurs face à une partie du reste de la population, c'est-à-dire les consommateurs, où chacun croit que son malheur est dû à cause de l'irresponsabilité et de l'égoïsme de l'autre partie. Nous aurons l'occasion de revenir dans le futur proche sur ce clivage qu'on nous a souvent asséné entre richesse, pauvreté. Il y a une tendance qui est en train de s'inverser aujourd'hui, et vous verrez que le capitalisme, de toute façon, qui n'a pas d'état d'âme, ne fera pas de quartier également pour les riches en réalité. Alors quand je parle des riches, c'est les moyennement riches, surtout les classes moyennes supérieures, et également une certaine bourgeoisie et l'aristocratie. Beaucoup de têtes vont, entre guillemets, tomber, notamment avec ce krach boursier qui risque d'emporter beaucoup de monde. Bien sûr, les pauvres, mais les pauvres sont déjà dans une situation difficile, donc forcément, ils ont beaucoup moins à perdre que quelqu'un qui est extrêmement riche, et là qui tombera de très haut, qui voyait jusqu'à présent, qui était sur le balcon, et qui retombera cette fois-ci dans l'arène et qui se fera piétiner. Alors c'est souvent comme ça que ça se passe. Les révolutions, il y a une forme de dégagisme qui se passe. À l'époque, c'était, pendant la Révolution française, c'était l'échafaud, c'était la guillotine. Et puis vous avez vu que même parmi les révolutionnaires, eux-mêmes, après, la guillotine s'est retournée contre elles. Parce que c'est comme ça que malheureusement ça se passe. Parce que quand on rentre dans un système révolutionnaire,
hein, c'est toujours le plus extrême des extrêmes qui gagne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au départ, ce qu'ils veulent, c'est retrouver une certaine égalité. Donc ils sont emportés dans cet élan, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus extrémistes. Et là, vous n'arriverez plus à arrêter le train. C'est-à-dire que quand la lame de fond va commencer à se mettre en mouvement, ce sera extrêmement difficile, puisque les plus modérés vont vouloir arrêter, vont dire, bon, bah, ça y est, on a obtenu ce qu'on voulait, on va pas aller beaucoup plus loin. Puis, malheureusement, vous verrez que les extrêmes, eux, voudront aller encore plus loin. Et donc c'est comme ça que même les gens les plus modérés vont tomber, et ainsi de suite, hein. Et même parmi les plus extrêmes, ben, eux-mêmes vont également être sacrifiés. C'est comme ça que ça se passe dans les révolutions. Il suffit de lire l'histoire. Danton, Robespierre ont tous fini à l'échafaud alors que c'était eux les plus révolutionnaires d'entre tous, hein. Et malheureusement, ça risque de se produire comme ça, et c'est pour ça qu'il faut certainement pas se réjouir de se dire que voilà, les riches vont tomber, puisque de toute façon, vous troquez un ou quelques tyrans contre 1000 autres tyrans qui viendront prendre la place, mais derrière toujours l'État profond, hein, ceux qui tiennent les 164 banques centrales dans le monde, ceux-là, ceux qui tirent les ficelles, malheureusement, hein, ils vont changer, c'est ce que j'expliquais à chaque fois, ils vont changer la façade, hein, ils vont reverdir la façade, ou en tout cas ils vont la colorer de différentes couleurs institutionnelles, avec de nouvelles institutions, mais derrière, ils seront toujours présents avec encore plus de force, et cette force-là, malheureusement, cette idéologie, c'est le nouvel ordre mondial, hein, qui va resserrer son étau, notamment grâce à la puissance monétaire, la puissance des grandes multinationales, des GAFAM. Donc c'est plutôt vers ces personnes-là, en tout cas ces entités-là, vers lesquelles il faudrait se tourner pour combattre efficacement, encore que il est aujourd'hui bien difficile puisque la marge de manœuvre est extrêmement étroite, mais on a encore la possibilité au moins de limiter la casse, ou en tout cas de ne pas tomber justement dans ces extrêmes, de rentrer pour certains dans ces mouvements révolutionnaires qui risquent d'emporter beaucoup de monde, de sacrifier inutilement toutes ces personnes-là pour une idéologie de toute manière qui est derrière, qui n'est pas celle justement des petits peuples, des gens d'ailleurs qui soient riches, pauvres, même les plus riches d'entre nous, la plupart en fait n'ont pas conscience, hein, des élites occultistes, etc. Eux, ce qu'ils ont, c'est ils jouissent, hein, du matériel, ils jouissent d'une vie confortable, c'est ce qui leur importe, ils ont une belle carrière, et d'ailleurs souvent ils sont même instrumentalisés eux-mêmes, ou ils vont servir bon gré mal gré eux sans s'en rendre compte finalement le système, en étant dirigeant d'une structure, etc. Voilà, mais finalement bon, bah, ils se rendront compte trop tard qu'ils ont servi voilà, des dessins donc, qui sont machiavéliques. Donc vous verrez tout ça, on aura l'occasion d'y revenir ultérieurement. Pour revenir sur notre thème central, hein, qui est la désobéissance civile, et pour comprendre comment ce concept s'est réinvité à notre époque, il faut se pencher quelques années en arrière pour voir comment les mouvements sociaux antérieurs, comme les indignés, comme les 99% à Wall Street, comme Nuit debout, dont vous voyez d'ailleurs une image avec un détournement, vous constatez bien la violence policière qui était déjà en action, puisqu'on en parle aussi beaucoup en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes. En réalité, il y avait déjà une prise de conscience, hein, de certaines catégories de population, donc, qui étaient révoltées contre toutes ces injustices, contre cette austérité qui s'abattait de manière froide et implacable, avec la crise, entre guillemets, crise financière programmée par nos élites, hein, donc, qui était à l'agenda justement pour commencer à siphonner les richesses donc des peuples. Ça avait déjà commencé de manière à dose homéopathique, et puis ça s'est accéléré avec l'arrivée, le transit de Pluton 2008, hein, avec la crise des subprimes, puis surtout avec le carré Uranus-Pluton. Donc là, on retrouve bien l'année 2011 avec le début des indignés, avec le transit d'Uranus, planète de révolte, hein, qui était dans le signe du Bélier. Donc là, les mouvements n'ont pas perduré, puisqu'on avait Uranus, planète des révoltes, dans le signe du Bélier, donc il y avait des mouvements qui se déployaient de manière puissante, mais courte, de courte durée, puisque le bélier, par définition, c'est un signe rapide, hein, c'est un signe de feu, et le feu, voilà, ça brûle très fort, hein, si on met de la bûche, puis après, ça peut très vite retomber. Alors qu'aujourd'hui, on a Uranus, donc, qui est dans le signe du taureau, ça veut dire que les mouvements
révolutionnaires, entre guillemets, vont s'enraciner. Hein. C'est bien là la différence, même si effectivement le mouvement des Gilets jaunes a débuté avec une Uranus dans le signe du bélier. Il y avait un mouvement de rétrogradation, mais en réalité, il faut bien prendre en compte qu'il y avait déjà Uranus qui avait transité en taureau pendant quelques mois auparavant, c'est-à-dire du mois de mai, de la mi-mai jusqu'à justement ce mois de novembre. Donc, vous voyez bien qu'il y avait une véritable corrélation entre Uranus, les premières incursions d'Uranus en taureau, et ensuite hein, le mouvement où on a allumé la mèche là, avec Uranus qui faisait son retour en bélier quelque temps. Donc là, si on reprenait la carte du ciel de la France de la Ve République, on retrouve bien hein, la Lune en bélier d'ailleurs, hein, la Lune qui symbolise le peuple, avec le Soleil, l'opposition dans le signe de la Balance, et puis ensuite on a Uranus, donc maintenant, désormais, qui est de plein pied pour quelques années, dans le signe du Taureau. Donc là, ces mouvements-là vont vraiment, véritablement s'enraciner, et donc il y a cette prise de conscience aujourd'hui de la population, effectivement, qu'il ne sert plus à rien, finalement, de battre le pavé de façon classique, hein, de manifester que le nombre suffit à faire plier les gouvernements. Alors vous vous souvenez tous très probablement que la particularité du mouvement des Gilets jaunes par rapport justement aux autres mouvements qu'on a eus antérieurement, donc qui étaient souvent encadrés hein, par des syndicats, où en tout cas il y avait Nuit debout qui était déjà un mouvement en tout cas dit populaire. Cette fois-ci, l'innovation, c'était le slogan. Hein, journée nationale du boycott, c'était bloquons tout suite à la hausse de l'essence le 17 novembre 2018. Hein, il y avait un appel non seulement à la mobilisation, avec la France en colère, mais surtout, il fallait normalement arrêter de consommer tout le samedi, hein, au moins en tout cas cette journée-là. Et puis finalement, force est de constater que ce mot d'ordre hein, premier ne s'est pas concrétisé, en tout cas dans les premiers temps, dans les faits, puisque ce sont finalement des manifestations traditionnelles qui ont surtout consisté à battre le pavé et bloquer les ronds-points avec des compatriotes, hein, donc tout de jeunes vêtus. Alors si on met de côté toute la controverse hein, sur l'ingénierie médiatico-politique et sociale dont on a déjà parlé, qui a tantôt promu le mouvement à la télévision pour ensuite le condamner, voire délibérément saboter le mouvement sur le terrain, avec pour conséquence des échauffourées qui ont sidéré l'opinion du monde entier, apeuré les riverains et les commerçants aux premières loges, assistant impuissants à la casse et au drame humain. Et il n'y a eu que de façon sporadique et pas encore structurée et généralisée des actes de désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement quelques blocages. On l'a vu dans le sud de la France avec d'ailleurs des hypermarchés où les étals étaient clairsemés, voire vides. Mais il n'y a pas eu encore en tout cas ce blocage. Mais la donne, elle est en train de changer.